La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle. Cette émission qui est consacrée à l'histoire de l'Alliance israélite universelle, institution créée en 1860 et qui donc en 2020 fête son 160e anniversaire. Je suis en compagnie, comme chaque semaine, de l'historien Georges Bensoussan. Bonjour. Bonjour Ariel. Alors ensemble, nous avons abordé la semaine dernière l'origine géographique des instituteurs et puis nous étions passés à une question beaucoup plus centrale qui est de savoir ce que l'Alliance demandait à ses instituteurs d'enseigner aux enfants à travers le Moyen-Orient, les Balkans, l'Afrique du Nord. Alors nous avions vu évidemment que pour tout ce qui concerne ce que l'on appellerait aujourd'hui les matières générales, particulièrement le français, les mathématiques, on suivait simplement les directives du ministère français de l'instruction publique. Pour tout ce qui concerne le judaïsme, c'est évidemment différent. Et nous nous étions arrêtés la semaine dernière en parlant de l'enseignement de l'histoire juive. Et vous aviez montré combien il était important qu'il y ait, à partir des années 1890, un cours d'histoire post-biblique, que l'on ne consacre pas uniquement les cours d'histoire juive à la période de la Bible. Et cela me ramène à des archives que j'avais eu l'occasion de traiter il y a quelques années, des copies d'élèves, des élèves qui étaient candidats à l'ENIO, donc de futurs instituteurs. Et la question, il y avait deux questions qui revenaient extrêmement régulièrement dans les interrogations, dans les exercices qu'ils passaient. Il y avait d'abord Maïmonide, donc évidemment le personnage célèbre à la fois philosophe et rabbin, et cela renvoie évidemment à ce que souhaitait l'Alliance. Et puis surtout, la question centrale qui revenait sans cesse, on demandait aux élèves d'écrire une composition, comme l'on disait à l'époque, sur ce que les Juifs du monde entier devaient à la Révolution française. Alors vous, Georges Bensoussan, qu'est-ce que cela vous inspire? D'autant plus que je crois me souvenir que vous aviez consacré une partie de vos études à la Révolution française, justement. Oui, c'est vrai. Cette insistance de l'Alliance sur la Révolution française, elle porte sur 2 points. D'une part, l'émancipation de 1791 et aussi, dans la même lignée d'ailleurs, les droits de l'homme de 1789. Et le deuxième point, c'est l'abolition des privilèges, la fameuse nuit du 4 août 1789. C'est-à-dire que là-dessus, les maîtres de l'Alliance, enfin, du moins les directives de l'Alliance venues de Paris, ce fameux comité central dont on parlera dans d'autres émissions, est exactement à l'unisson des directives de l'enseignement primaire et de l'enseignement tout court d'ailleurs, de l'histoire en France et sa façon d'enseigner la Révolution française, non comme une rupture révolutionnaire, parce que évidemment c'est quelque chose qui serait impossible à faire valider, mais comme un processus essentiellement centré sur les droits de l'homme, sur l'abolition des privilèges et uniquement là-dessus. C'est-à-dire que la terreur, par exemple, le gouvernement jacobin et tout ce qui tourne autour de l'an 2, de Robespierre et autres est totalement évacué comme une sorte d'accident de l'histoire. Ce qui est intéressant dans le cas de l'Alliance, c'est de montrer d'une certaine façon que pour tous les juifs du monde, la France constitue une sorte de seconde patrie. Et elle place la France en position de modèle de l'humanité, de modèle de droits de l'homme. Donc cette vision de la Révolution française réduite aux droits de l'homme et à l'émancipation, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la vision générale, disons, des élites françaises vis-à-vis de la Révolution française à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle. Ça n'est pas spécifiquement lié à l'Alliance. Alors, l'autre question difficile, c'est quand l'Alliance leur demande à ses maîtres dispersés dans le bassin méditerranéen d'enseigner le judaïsme, c'est difficile parce que c'est une contradiction ici, à savoir qu'ils vont devoir assumer une identité juive et en même temps, ce que demande l'Alliance à tous ses enfants, c'est de s'assimiler progressivement dans le pays dans lequel ils vivent. Il n'est pas question d'émigrer et encore moins d'adhérer au projet sioniste. En 1897, une directive d'ailleurs recommande aux maîtres d'insister sur quelques points clés de l'enseignement de l'histoire et ce qui est très intéressant, c'est, je cite cette directive, les Juifs doivent partout et toujours s'efforcer, tout en restant fidèles aux souvenirs de leur glorieux passé et attachés à leur foi, de surpasser leurs concitoyens en loyauté, en courage, en honnêteté, en patriotisme. Fin de citation. De surpasser leurs concitoyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nation juive, c'est évident, il y a des citoyens de confession juive, mais ils doivent se montrer exemplaires. Ils doivent surpasser leurs concitoyens. Donc il y a une contradiction ici, parce que s'ils doivent se montrer exemplaires et surpasser leurs concitoyens,
Euh, Où est l'égalité? Où est l'intégration? Il n'y a ni égalité ni véritable intégration dès lors qu'on demande aux Juifs d'être plus exemplaires que les autres. C'est une contradiction importante. Et il ne faut pas voir là un signe d'orgueil, il faut plutôt voir là un signe d'aliénation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de briller, il s'agit simplement d'être accepté par les autres. Mais si on doit se battre en permanence pour être accepté par les autres, c'est que d'une certaine façon, on reconnaît de façon sous-jacente qu'on n'est pas tout à fait comme les autres. Donc l'Alliance montre ici un certain nombre de contradictions, ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Prôner l'identité juive, mais prôner en même temps l'assimilation. Prôner l'assimilation pour être comme les autres, en même temps demander à être plus exemplaire que les autres, c'est un tissu de contradictions intéressant. Reste la question centrale. Quel judaïsme enseigner? C'est très difficile et finalement, quand on étudie les archives de l'Alliance et les correspondances des maîtres, c'est qu'on s'aperçoit que le judaïsme de l'Alliance est souvent un judaïsme très moral. C'est un enseignement moral, en fait, surtout un enseignement moral. Quand on se réfère au grand manuel de 1903, le manuel destiné aux professeurs, on lit que le judaïsme doit être, je cite, le foyer du bonheur intérieur, la source d'énergie, un facteur de résilience, je cite, à des siècles de persécution et d'une oppression sans égale dans l'histoire. Voilà quelque chose de très vague finalement, d'assez évasif, qui ne donne pas un contenu très précis à l'identité juive. Donc on se limite à un cours d'histoire juive biblique pour l'essentiel des enfants, d'histoire juive post-biblique pour une petite partie seulement des élèves qui terminent le cycle primaire et seulement les garçons. Et pour le reste, on est bien en peine de distinguer une spécificité dans ce judaïsme-là, sinon un enseignement moral qui évoque l'enseignement moral de la Troisième République. Ça n'est ni plus ni moins que la même chose, une morale très kantienne finalement, tout à fait dans l'optique du grand maître de l'instruction primaire de ces années-là, Ferdinand Buisson, qui, je l'avais rappelé dans une précédente émission, avait été pendant un temps professeur à l'ENIO, au tout début de l'ENIO, à la fin du Second Empire. Mais il y a pourtant des cours de religion qui sont donnés, notamment par les rabbins locaux, Oui, qui donc sont rémunérés par l'Alliance. C'est d'ailleurs tout l'une à des fait. contradictions internes de l'Alliance, qui n'a que peu d'estime en général pour ces maîtres qui ont une pédagogie moins moderne en tout cas que ce qui était demandé aux instituteurs de l'Alliance. Mais ces cours de religion ont été imposés dans toutes les écoles. C'était Tout à d'ailleurs une fait. condition nécessaire pour être accepté par les communautés. Exactement. Vous l'avez dit, c'est une condition nécessaire pour être accepté par les communautés. La grande peur de l'Alliance à Paris, une peur justifiée, c'est d'être récusé par les notables ou par les autorités rabbiniques des communautés dans lesquelles ils travaillent. Donc, ils vont demander à leur maître de respecter un certain nombre de commandements. Et en matière d'enseignement religieux, effectivement, il y a 2 heures d'enseignement par semaine d'instruction religieuse. Qu'est-ce que c'est que l'instruction religieuse qui est généralement donnée par les rabbins? Parce que l'Alliance n'a pas de ses professeurs d'hébreu. Ce sont donc les rabbins qui l'enseignent. C'est l'hébreu biblique que l'on va enseigner, c'est lire la Torah, lire le rituel, c'est une certaine façon préparée à la bar mitzvah pour les garçons. L'Alliance n'ayant pas ses propres professeurs d'hébreu, cet enseignement est délégué aux rabbins. Alors, il est délégué aux rabbins dont l'Alliance est parfaitement informée des méthodes très archaïques, totalement révolues. Mais en même temps, l'Alliance cède sur cette question-là, sans se faire d'illusions, mais pour 2 raisons. La première est une nécessité pratique, ils n'ont pas leurs propres enseignants d'hébreu, mais la deuxième est une nécessité politique à l'égard d'un corps rabbinique qu'il faut savoir se concilier. Et au-delà du corps rabbinique, de la communauté juive traditionnelle locale. Alors, que disent les directives de Paris à leurs professeurs en matière de judaïsme en dehors de cet enseignement finalement noyé dans une morale kantienne assez floue, assez banale, qui est celle de la plus courante de la Troisième République? C'est respecter la pratique rituelle, se rendre à l'office du Shabbat le vendredi soir et le samedi matin, respecter évidemment le Shabbat, ne pas donner prise dans sa vie personnelle à la critique, à la moindre critique, surtout proscrire l'athéisme et ne pas conforter, comme le disait le président Leven en 1903, ces esprits arriérés qui en Palestine confondent le progrès avec l'irreligion. Nous ne faisons la guerre, disait le président Leven, qu'à l'esprit d'intolérance et aux superstitions qui, comme les plantes sauvages, enlacent et menacent d'étouffer le vieux tronc de Judée. La contradiction dans cet enseignement du judaïsme par les maîtres de l'Alliance, c'est comment leur enseignement vise à occidentaliser les esprits et en même temps, il leur faut lutter contre le processus de sécularisation et de laïcisation. Ça, c'est la première contradiction centrale. D'une certaine façon, on occidentalise et en même temps, on lutte contre l'occidentalisation, la sécularisation. Et la deuxième contradiction,
c'est que silencieusement, un certain nombre de maîtres de l'Alliance se détachent de la tradition religieuse. Et dans un mouvement d'ailleurs plus large, qui dépasse largement le public de l'Alliance et qui touche la société juive en règle générale, qui évolue elle aussi très lentement, de façon très partielle, de décennie en décennie, vers une forme de sécularisation de la vie. Il reste une troisième question, et l'enseignement de l'hébreu par l'Alliance. Plus spécifiquement, il faut reconnaître que, en ce qui concerne l'enseignement de l'hébreu, ce qui s'est passé en terre d'Israël, en Eretz Israël, dans le Yishuv, comme on dit, a eu un rôle pionnier. Dans le Yishuv, Nissim Béar, qui a été sans doute le plus grand maître en matière d'enseignement de l'hébreu dès les années 1880, et qui a d'ailleurs engagé Ben Yehuda, dès son aliyah en 1880, à venir enseigner dans son école à Jérusalem, eh bien, Nissim Béar n'a eu de cesse, au sein de l'Alliance, de militer pour que l'Alliance ouvre une école spécifiquement destinée à former des professeurs d'hébreu. Il n'a jamais été écouté. Il ne sera écouté que beaucoup plus tard, bien après sa mort, après la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'enseignement de l'hébreu a donc toujours été le maillon faible de l'enseignement de l'Alliance. Pourquoi? Parce que l'hébreu a souffert d'un regard péjoratif porté par de nombreux maîtres, comme par une partie de la direction de l'Alliance, parce qu'il a été assimilé, cet enseignement, à un passé archaïque, voire à la bigoterie. Donc, l'hébreu a toujours été enseigné comme une langue ancienne, c'est l'hébreu biblique dont je parlais tout à l'heure, a toujours été assimilé à quelque chose de révolu, perçu comme un synonyme d'archaïsme, et la seule exception à la règle, ça a été précisément Nissim Béar, Ben Yehuda et leur équipe à Jérusalem et ailleurs, en Eretz Israël, à partir de 1880-81. Et là, réellement, il y a eu quelque chose qui a été fait pour enseigner l'hébreu, mais uniquement là, comme une langue vivante. Et il faut dire, et peut-être qu'on y reviendra dans d'autres émissions, que l'école qui a été ouverte à Jérusalem par Béar en 1882, où Ben Yehuda va enseigner durant des années et des années, c'est un succès. Elle va recevoir de très nombreux élèves juifs, mais même des élèves chrétiens et musulmans. Et pour la petite histoire, j'ajouterai que le moufti, le fameux moufti de Jérusalem, y a d'ailleurs été enfant, scolarisé dans les années 1900-1910 environ. Et l'école a donc été un très grand succès. Reste une dernière question qu'on abordera sans doute une autre fois, c'est quel rôle l'Alliance, de façon plus générale, a-t-elle joué dans ce qu'on appelle le vieux Yishuv? Bien, on dira en un mot, sans déflorer le sujet, que ça a été un rôle considérable sur le fond, parce que précisément là et là seulement, l'hébreu a été enseigné autrement. Merci beaucoup Georges Bensoussan, et effectivement très prochainement nous allons consacrer plusieurs émissions à l'histoire de l'Alliance en terre d'Israël. À la semaine prochaine. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.